C'est l'histoire de l'un des couples les plus influents d'Hollywood, c'est l'histoire de ce duo qui pensait pouvoir marcher sur n'importe qui, pouvoir se défaire de n'importe quoi sans être jamais inquiété. C'est l'histoire de ce Goliath qui pensait balayer facilement David du revers de la main jusqu'à ce que David montre les dents. On s'intéresse aujourd'hui donc à cette affaire qui secoue un petit peu Hollywood en ce moment, l'affaire qui oppose Ryan Reynolds, ou je devrais dire plutôt Blake Lively, et son compagnon Ryan Reynolds au réalisateur, producteur, acteur Justin Baldoni. Et bien sûr, vous connaissez cette chaîne, on va essayer de pratiquer comme toujours l'ouverture d'esprit, on va voir les enseignements qu'on peut tirer d'une telle affaire. C'est le feuilleton du moment. En gros, c'est le feuilleton du moment qui secoue un petit peu l'Amérique de l'entertainment. J'ai l'impression que ça a moins de résonance en France, mais quand même, on en parle un petit peu. Vous avez peut-être suivi l'affaire ou pas, on va y revenir, vous inquiétez pas, on va essayer de faire une émission courte, concise, enfin courte, je sais pas si elle sera courte, mais on va quand même essayer d'aller à l'essentiel. En tout cas, cette affaire, elle nous passionne, ma compagne et moi-même, pour le coup, c'est un petit peu notre série télé du moment, hein. Quand je vous dis que je vais vous parler ici de ce que je vis, de ce que je fais, ben en ce moment, je suis cette affaire avec beaucoup de ferveur. Le soir, on arrive, on sort les popcorn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'affaire Baldoni, Blake Lively? Et des rebondissements, il y en a eu autour de cette affaire, pour le coup, ça n'a jamais arrêté depuis le début de cette année. J'ai quand même le sentiment que ça se calme un tout petit peu, on a l'impression que chacun prépare ses armes, puisque le procès a été fixé en mars prochain. On a donc un an, ils ont un an pour se préparer un petit peu tout leur arsenal, et de l'arsenal, il y en a. Alors à la base, tout part d'un bouquin. Ce bouquin, c'est Jamais plus. It Ends With Us. Ce bouquin, c'est de la New Romance qu'on doit à Colleen Hoover. Colleen Hoover, si vous ne la connaissez pas, sachez que c'est un gros poids, un poids lourd de cette industrie qui existe en ce moment. Si vous avez des ados autour de vous, vous le savez, la romance, elle vend en poupe. Hein. Dans toutes les librairies, c'est un rayon qui se fait assiéger. Alors, je vais être un peu plus critique, mais ça me fait doucement marrer. C'est un peu du Harlequin 2.0. Hein. En gros, à chaque fois, c'est une jeune femme, triangle amoureux, qui va tomber sur un bad boy. À une époque qui se dit féministe, ça me fait toujours doucement rigoler. Mais on parle là d'autrices comme Sarah Riven, Sarah Gimas, Morgane Moncomble, et donc Colleen Hoover. Et là, je m'amuserai pas vraiment à critiquer, parce que Colleen Hoover, c'est 10 millions de copies vendues de ce titre seulement, Jamais plus. C'est donc dire l'importance du phénomène tout autour de la planète. 10 millions de copies vendues, on parle des copies physiques, on parle des e-books, on parle des audiobooks, c'est donc un film que les gens se sont appropriés, je vais pas critiquer, quand il y a un phénomène comme ça, c'est sûrement qu'il y a quelque chose derrière. Moi, pour le coup, j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment, ça parle de violence conjugale, c'est assez triste, assez poignant, j'ai pas de mal à le croire. Là, on parle d'un bouquin sorti en 2016, qui accouchera d'une suite qui s'appelle À tout jamais, It Starts With Us, la beauté des titres, en 2022. Ce bouquin, c'est donc un phénomène dont un jeune réalisateur va s'éprendre. Justin Baldoni, il acquiert les droits du bouquin pour une adaptation éventuelle en 2019. Justin Baldoni, vous ne le connaissez pas, et c'est bien normal, il n'a pas fait grand-chose, et pourtant, il a la petite quarantaine, il est déjà chevronné, acteur, producteur avec sa compagnie de production Wayfarer, réalisateur, il a déjà touché de la réalisation avec un film qui s'appelle Clouds, que je n'ai pas vu, avec une autre adaptation d'une de ses nouvelles un petit peu romantiques, Five Feet Apart, l'adaptation d'un roman de Rachel Lippincott. Et Justin, on va l'appeler Justin, il va s'énamorer de ce scénario, il va rencontrer carrément son autrice, Colleen Hoover, qui va l'adouber. Ouais, Justin, il faut vraiment que tu le réalises toi-même, ce bouquin, elle va vraiment apprécier sa vision du projet, et donc du coup elle va même lui suggérer de jouer le rôle de Ryle. Parce que le livre, c'est avant tout une histoire d'amour qui va mal se passer. En gros, une jeune femme, Lily Bloom, va être séduite par le beau Ryle, et puis va s'en suivre une relation qui va mal se passer. Violence conjugale, violence mentale, enfin bon bref, elle va tout faire pour s'en sortir. C'est en 2019 donc que Baldoni acquiert les droits du bouquin, et c'est en 2023 que Sony s'en mêle. Ah ouais, on arrive avec le gros tank, Sony, qui dit bah nous on va mettre des billes dans le projet, donc Sony en 2023, là je pense que Justin Baldoni il a peut-être senti un petit moment, il a senti venir la carotte, parce que quand vous avez Sony, vous savez que vous n'aurez pas l'entière liberté sur le projet, surtout qu'on va budgéter ce film à 25 millions de dollars. 25 millions de dollars, si c'était un film de super-héros, on considérerait que c'est une toute petite enveloppe. 25 millions de dollars pour un petit drame intimiste comme ça, c'est plutôt conséquent. Donc du coup, on va y attacher une star. Cette star, ce sera Blake Lively. Quand Blake Lively arrive sur le projet, il faut quand même resituer Blake Lively, qui c'est, actrice, vous la connaissez, compagne de Ryan Reynolds, elle vient d'accoucher de son 4e enfant, et elle prend donc plutôt vaillamment le chemin du plateau,
plateau, et au début, tout va bien se passer. Le réalisateur et l'actrice semblent s'entendre à merveille. Il y a quand même des petits trucs dès le début du tournage, j'essaye de faire vite, j'essaye de faire concis, mais il y a des petites choses qui vont se passer. Elle va exiger, par exemple, alors que tout a été prévu, que Justin a donné une vision un petit peu de son personnage de Lily Bloom à travers une garde-robe soigneusement choisie, ben Blake, elle va exiger que cette garde-robe soit entièrement revue, donc elle va choisir elle-même les pièces qu'elle veut porter à l'écran. Déjà un petit caprice de star, bon, voilà. Mais très vite, les relations sur le plateau vont s'envenimer. Au cours du tournage, tout ne va pas se passer dans le meilleur des mondes. Il y a une fracture qui va commencer à être créée et puis qui va devenir très vite un fossé infranchissable. En gros, la communication va devenir de plus en plus difficile, on s'apprécie, et puis moins, et puis on se rabiboche, et puis on se sépare à nouveau. Vraiment, entre le réalisateur et sa star, ça se passe pas très bien, jusqu'à ce coup d'état. Ah oui, je choisis avec soin mes mots, alors vous allez peut-être trouver dans cette émission que je suis un petit peu à charge. Il n'est pas question pour moi là de couper court au débat contradictoire qu'il peut y avoir dans un procès. Loin de là, vraiment, tout reste encore à prouver dans ce procès. C'est pas, moi, je vais pas faire le procès avant qu'il ait lieu. Ceci dit, depuis le temps qu'on s'est penché dessus avec ma compagne, on a épluché les dépôts de plainte, on a vu des vlogs, moi j'ai regardé des émissions. Enfin vraiment, on s'est renseigné sur l'affaire. Et il s'avère que ce que je vous présente ici, c'est ma vision des choses, une vision forcément subjective comme tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et je vous laisserai donc vous faire votre avis sur tout ça. Vous avez peut-être déjà un avis tranché sur la question et vous pouvez venir m'en parler en commentaire. Ça me fera plaisir. Restez cool, hein, parce que je considère vraiment que c'est mon petit avis. Et je veux pas avoir l'air d'un donneur de leçons. Ceci dit, il y a quand même un coup d'état qui est fait sur le plateau, puisque Blake Lively va s'octroyer le montage final du film. Ça, c'est déjà une hérésie. Comment une actrice, aussi renommée soit-elle, peut-elle s'arroger comme ça le montage final d'un film? Je ne comprends toujours pas. En fait, je comprends, hein, derrière il y a quand même Sony, donc ils lui ont dit vas-y, fais ce que tu veux, mais le réalisateur, Justin Baldoni, va être petit à petit mis à l'écart de son propre film, c'est-à-dire qu'elle va obtenir le montage final qu'elle a fait dans son coin avec un monteur, elle a obtenu le fait qu'il lui file les rushs, elle fait son montage, c'est un montage qu'elle présente à la presse, il présente le sien, elle présente le sien, d'après ce que j'en sais, recueille un petit peu plus de ferveur, et Blake, qui avait toujours dit que ouais, elle se plierait aux volontés du public, va quand même exiger que ce soit son montage. En fait, exiger, elle va tout simplement sortir son montage, point barre. Et là, on a quand même deux visions du projet, hein, parce que celle de Blake n'est pas vraiment celle de Justin Baldoni. Je me demanderais toujours ce que pourrait donner ce film si c'était lui qui l'avait sorti, parce que rien qu'à l'affiche du film, on a l'affiche présentée par Justin. Vous voyez, une affiche un petit peu cinéma indé, genre Paul Auster, Jarmusch & Co., et l'affiche présentée par Blake Lively qui n'est pas du tout la même chose. Là, on a des fleurs, c'est plus... ça fait un peu comédie romantique, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, plus tard, qui lui reprocheront un peu ce parti pris. Je ne fais pas partie de cela, hein, parce que dans le roman, Lily Bloom, elle est fleuriste. Lily Bloom, il y a des fleurs partout sur la pochette du roman, donc les fleurs, ça fait partie de cet univers. Bon, bref, elle va quand même sortir son propre montage, et lui, il va être complètement écarté de son film. Ça va dégénérer à tel point que lors de la première, elle va exiger qu'elle ne soit pas mise en contact avec lui. Donc en gros, elle va présenter le film, faire le tapis rouge, tout ça, assister à l'avant-première, et lui, il va présenter le film dans son coin, mais à peine il a fini, il est dégagé avec ses proches, avec ceux qui lui restent fidèles, et ils sont pas nombreux, dans un espèce d'entrepôt, dans un basement totalement sordide, où on entrepose des choses, ils vont être mis là en attendant qu'une voiture vienne les chercher, et les évacue en loose day. Vous trouvez ça dur, vous trouvez ça injuste? Moi aussi. Bon, elle va pavaner un peu sur les tapis, bref, vous l'aurez compris, elle s'est totalement approprié le projet. Le problème qui surgit à ce moment-là, c'est que Blake va nous faire une promo sortie de l'espace. Mais alors vraiment, je vous le rappelle, on est sur un film qui veut parler des violences conjugales, c'est pas du tout la promo que va faire Blake. Elle va profiter du tapis rouge pour parler de son nouveau shampoing pour cheveux, de sa propre marque de soins capillaires qu'elle sort à ce moment-là, totalement décalée. Elle va essayer de joindre cette promo à celle de son mari, Ryan Reynolds, parce que au même moment sort Deadpool Wolverine avec le succès qu'on sait, donc ils vont se montrer ensemble sur les tapis rouges, alors que les deux films n'ont absolument rien à voir. Elle va enjoindre sur les réseaux sociaux les jeunes filles à arborer leurs plus belles fleurs, prenez des fleurs, allez-y entre amis, comme si c'était une pure comédie romantique. Bref, elle est sur un autre monde. Le truc, c'est qu'on peut toujours se dire qu'elle est sur une autre planète, qu'elle est déconnectée. Bon bref, on lui passera tout ça. Sauf qu'elle passe vraiment pour une conne. Et là, c'est le problème des réseaux sociaux, enfin problème ou pas, aujourd'hui, c'est que tout est scruté. Et chacune de ces apparitions
va être la risée d'Internet. Genre, des gens critiquent ouvertement ses soins capillaires, ils disent non, la Blake, faut que t'arrêtes parce que déjà, apparemment, le produit est pourri. Mais en plus, qu'elle en fasse la promo en même temps qu'un film qui parle des violences conjugales, ça plaît pas trop, il y a beaucoup de choses qui paraissent complètement décalées, bref, les gens commencent à se moquer d'elle. Justine, on l'entend plus du tout, on entend que Blake, elle sait que sur les réseaux, ça passe pas trop, elle essaye un peu de se rattraper, mais ça passe pas du tout. Ceci dit, le film fait quand même une belle carrière. 25 millions de dollars, 350 millions récoltés tout autour du monde. Le film est sorti en août 2024. Alors on peut toujours se demander aussi si c'est un si bon résultat que ça, 25 millions de petites enveloppes, et puis 350 millions récoltés tout autour du monde, c'est une très belle affaire. Ça, il n'y a aucun doute. Après, est-ce que le film n'aurait pas pu faire plus s'il avait bénéficié d'une meilleure presse? Parce qu'en réalité, il se tape quelque chose comme 55% sur Rotten Tomatoes, avec un plus de 80% spectatrices-spectateurs. Donc c'est-à-dire que les spectatrices, les spectateurs, ils ont aimé le film, les critiques un peu moins. Il y a un timide 6,7 je crois sur IMDb, donc c'est pas fou, mais surtout Blake n'arrive pas à effacer un petit peu les traces qu'elle a laissées. En gros, les gens continuent un petit peu à se moquer d'elle, le film est un petit peu entaché par ses performances douteuses sur les tapis rouges, et ça n'est pas du goût de tout le monde, mais ça n'est pas du goût de Blake elle-même, qui n'apprécie pas que son image soit ainsi écornée. Là, je commence à anticiper un peu sur mes conclusions de fin de vidéo, mais pour le coup, vous allez voir, c'est important. En tout cas, voilà Blake qui attend le 20 décembre pour déposer une plainte. En gros, elle dépose une plainte contre Justin Baldoni pour comportement déplacé sur le plateau, limite harcèlement sexuel, remarques grossophobes, enfin tout un tas de trucs. Et avec cette plainte, elle soulève le couvercle de la couscoussière. Là, pam, tout explose. Comme dans Les Soudoués, si vous vous rappelez. Elle a ouvert la boîte de Pandore, tout simplement. Donc elle a une plainte bien à charge. Vous pouvez trouver tout aujourd'hui sur Internet. C'est assez fascinant. Hein. C'est en ça que je trouve cette affaire fascinante. C'est vraiment que vous pouvez tout trouver. Vous trouvez la plainte dans son détail. Vous pouvez la lire intégralement. Il y a tout. Elle publie des échanges. On retrouve des échanges de SMS, des échanges de mails, des comportements sur le plateau, des plaintes qui auraient eu lieu au moment du tournage. Bref, tout un tas de trucs. Là, on se dit « Ah, la pauvre, elle a dû souffrir ». Bref, on commence à la plaindre. Le Times, dans la foulée, va répercuter cette plainte en faisant un article sur toute cette affaire, ce qui ne va pas être du goût de Justin Baldoni. On pensait qu'il allait, excusez-moi, fermer sa gueule et qu'on allait se débarrasser facilement de lui et redorer l'image de Blake, sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer parce que Justin Baldoni va contre-attaquer. Malgré le fait que Blake, elle ait amendé sa plainte, qu'elle ait renforcé un petit peu le truc, lui, il arrive et il commence par faire un procès au Times. Le Times, inutile de vous le préciser, ce journal, c'est une institution. Et lui, il va tout simplement leur dire « Non, mais vous avez écouté que la version de Blake, vous avez publié ça, vous n'avez pas fait preuve d'une grande rigueur journalistique, vous avez à peine essayé de nous contacter, donc il les poursuit pour quelque chose comme 250 millions de dollars. » Je peux vous dire qu'en ce moment, au Times, ça doit avoir chaud, parce qu'effectivement, quand vous regardez ça, ils ont vraiment fait un article à charge, sans aucun travail journalistique. Je vous passe le fait que la journaliste est une proche du couple Reynolds-Lively. Hein. Mais en gros, lui, il est parti pour attaquer le Times pour diffamation. Dans la foulée, il va sortir une autre plainte, et là, carrément, il porte plainte pour 400 millions de dollars contre le couple Lively, Reynolds, leurs représentantes, leurs publicistes, enfin bref, un gros conglomérat. Il leur dit « Mais vous avez été odieux, vous avez pris le contrôle de mon film ». Enfin bon bref, il retourne un petit peu, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et quand je vous dis qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est que là, il y a tout un tas de trucs qui sortent, et ça ne s'arrête pas. On se rend compte que la plainte de Blake, c'est un ensemble de messages qu'elle avait certes publiés, mais qui étaient tronqués. Donc la plupart des SMS qu'elle a donnés, on a oublié de mettre le contexte. Donc lui, il fournit les mêmes SMS, mais avec l'avant, avec l'après, avec ce qui s'est dit au milieu. Elle a eu tout un tas de remarques sur lui, comme quoi il avait fait des remarques grossophobes, il lui avait demandé son poids. Ouais, il lui avait demandé son poids, apparemment, avant une scène où il devait la soulever, parce qu'il a un mal de dos chronique et que son médecin était sur le plateau pour lui dire « Est-ce que je peux faire cette scène ou pas, sans me bloquer, pour paralyser la fin du tournage ?» Elle dit qu'il débarquait dans sa caravane alors qu'elle tirait du lait sans y être invitée. Or, il y a des textos qui disent « Bah viens, je suis en train de tirer mon lait, il n'y a aucun souci, tu peux venir. » Enfin bref, elle faisait des réunions même dans sa caravane. Il y a vraiment tout un tas de trucs complètement dingues. Elle l'accuse de l'avoir forcé à l'embrasser sur le plateau, d'avoir fait une scène où il l'a complètement forcé, alors qu'en fait, on voit sur des vidéos, parce que tout est documenté, tout est tourné, que c'est elle, lui, se tient droit comme un piquet, comme ça, genre il n'ose pas la toucher, c'est elle qui lui prend les mains, qui l'attire à elle. Enfin bon, bref, cette affaire, elle est complètement dingue. Bien entendu, aux dernières nouvelles, le couple Reynolds-Lively, parce que vous allez voir, Ryan Reynolds, il y est étroitement lié, le couple a donc essayé de faire carrément retirer la plainte. Il demande à Justin Baldoni de retirer sa plainte. Et oui, ça les arrange pas, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le tapis rouge, Blake a aussi annoncé
a lâché une bombe. Oui, oui, mon mari, Ryan Reynolds, a réécrit complètement la scène du toit. Vous le savez pas, je vous le dis à vous en avant-première. Sans prévenir personne, elle lâche cette bombe-là. Sauf qu'aux États-Unis, on rigole pas avec ça. Ça veut dire quoi? Que Ryan Reynolds, il a écrit une scène, mais il n'est pas crédité. Et puis, à une époque où il y avait une grève des scénaristes, ça crée un peu le tourment. Bref, c'est une suite d'événements comme ça. Il y a des choses qui vont être révélées complètement dingues. Le personnage de Nicepool dans Deadpool, vous vous souvenez de ce personnage aux cheveux longs? Eh ben, c'est ouvertement un personnage pour se foutre de la gueule de Justin Baldoni. Et ça, on peut pas nous dire le contraire. Le personnage a les cheveux longs, il se dit féministe, sachant que Justin Baldoni est un féministe convaincu. Sauf que Justin Baldoni, je vous ai dit, il fait partie de tout un tas d'associations, il donne du pognon en permanence, il se laisse pousser les cheveux régulièrement. Ouais, pourquoi? Parce qu'il se les coupe aussi régulièrement pour les donner, pour faire des perruques aux femmes atteintes de cancer. Bref, j'en passe et des meilleurs. Vous savez, il y a eu une discussion apparemment houleuse. Ryan Reynolds invite le réalisateur dans leur penthouse de New York. Et puis là, il fait un grand cinéma devant des gens. Il y a Taylor Swift qui commence à y être mêlée un petit peu discrètement parce qu'il y a un message qui est envoyé par... Non mais c'est ridicule. Un message qui est envoyé par Blake Lively à Justin en lui disant « Ouais, fais gaffe parce que moi j'ai mes 2 dragons tels la Khaleesi. » Et elle parle de Ryan Reynolds et de Taylor Swift qui apparemment aurait apprécié assez moyennement de se faire traiter de dragon. Bref, cette affaire elle commence à avoir de grosses répercussions et c'est absolument passionnant. Je vous fais pas plus de détails parce que l'émission a déjà duré assez longtemps donc vous aurez compris un petit peu ce qu'il en est. J'ai l'air d'être à charge encore une fois mais c'est parce que je me suis penché un petit peu sur tous ces documents et que honnêtement... Je ne vois pas vraiment sur quoi s'appuie Blake Lively pour accuser Justin de quoi que ce soit. En gros, ils ont attaqué une oie blanche. Je ne vois même pas comment on peut lui reprocher quoi que ce soit. Je ne vois pas ce qu'elle a de solide dans sa plainte. À un moment, elle parle de plainte, justement. Il y a eu des plaintes sur le plateau. On attend toujours qu'elle les fournisse, il n'y a rien eu. Donc, ils ont 1 an pour se préparer. Et elle va peut-être nous sortir des trucs du chapeau. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils utilisent tout ce pognon qu'ils ont parce qu'ils sont ultra influents, ultra forts. Colleen Hoover, elle s'est déjà rangée de leur côté. Quand même, bah oui, Elle va du côté de l'argent comme une partie du casting. C'est des jeunes acteurs, des jeunes actrices qui se disent « Bah non, on va aller du côté des puissants ». Voilà en gros ce qui s'est passé. Mais l'affaire est loin, loin d'être jouée. Alors, les conclusions qu'il faut en tirer. Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Pourquoi Blake Lively arrive d'un coup et accuse Justin comme ça? Pourquoi tout ce marasme? Eh bien pour moi, c'est une question d'image. Ça sera mon premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces stars qui sont des stars de l'image. Et l'image, c'est tout. Ce procès, ça a été l'occasion de parler des publicistes, des représentatives personnes, des gens qui s'occupent un petit peu des couples de stars. Et il y a l'une de ces personnes, de ces publicistes, qui s'était occupée aussi de Johnny Depp, dans le procès qu'il opposait à Amber Heard. Vous voyez, c'est généralement des femmes, c'est plutôt des femmes, là en l'occurrence, qui s'occupent un petit peu de faire et défaire les carrières sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un peu ça leur boulot. On balance des rumeurs, on balance des trucs, on balance des infos... fausses ou vraies, et puis on attend que la Vox Populi s'en empare et fasse mousser le tout. C'est absolument incroyable d'assister à ce spectacle. Alors je rentre pas dans les détails, mais on va se dire, mais pourquoi tant d'importance à l'image? Bah ouais, parce que les stars à l'ancienne, c'est un petit peu fini. C'est comme aujourd'hui ces groupes qui sont obligés d'enchaîner concert sur concert, parce que avant vous vendiez des disques, aujourd'hui vous faites des concerts. Bah les stars, c'est un petit peu pareil. Avant vous étiez une star, vous gagniez beaucoup d'argent, vous étiez renommé, voilà, c'était avant tout votre gagne-pain. Vous faisiez un petit peu de pub sur les côtés. Maintenant, les nouvelles stars, comme Blake Lively, c'est avant tout... je vais être un petit peu méchant, mais Blake Lively, c'est surtout une socialite aujourd'hui. C'est une jet-setteuse, franchement, c'est une personne de l'image. Quand vous allez sur Insta, vous regardez un Insta de Ryan Reynolds, de Henry Cavill, de Blake Lively, vous vous rendez compte à quel point ils sont associés à des marques en permanence ils vous vendent quelque chose. Et on vous vend une montre de luxe, et je fais partie des nouvelles égéries de L'Oréal, et je vous vends des lunettes de luxe, et des costumes, et des soins capillaires, et on vend tout un tas de trucs, et c'est une grosse partie de leur gagne-pain. Et tout ce gagne-pain repose sur une seule chose, l'image. Blake Lively, je suis désolé, elle a moins de 30 crédits en tant qu'actrice, la plupart c'est dans des petites séries, des petites apparitions. Elle n'a pas fait grand-chose. Je dis pas que c'est une mauvaise actrice, attention. Je trouve que c'est une très bonne actrice. J'ai adoré Instinct de survie, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je trouve que c'est un excellent film. Je trouve qu'elle livre une prestation époustouflante dans The Town de Ben Affleck. Je sais que le monde va vite aujourd'hui, mais vous vous souvenez sans doute de ce film. C'est un très grand film, elle y est parfaite dedans. Mais le fait est que si on parle de Blake Lively, on parle avant tout d'une personnalité publique. Et vous savez, ça va, ça vient. On l'a vu avec les joueurs de foot, avec tout ça. Vous pouvez faire un truc qui nuit à votre image. Si l'image n'est plus bonne, tout le monde se barre. Les sponsors vous quittent, vous n'avez plus rien. C'est un énorme manque à gagner. Donc, on peut se demander
pourquoi Blake Lively elle a fait ça? On peut se dire qu'elle cherche à récupérer un petit peu les droits de l'adaptation du second film, parce qu'elle s'est battue aussi sur le tournage pour avoir le poste de productrice, qu'elle n'a pas eu parce qu'on lui a dit quand même, mais on lui a accordé un statut de productrice exécutive. Donc en gros, quand on regarde un peu ce qu'elle a fait pour l'instant, elle est surtout actrice, elle a touché de la réalisation pour un clip de Taylor Swift, et puis elle n'a pas fait grand-chose d'autre, en production pas grand-chose pour l'instant, donc je pense qu'elle essaye un petit peu de se hisser à la hauteur de la carrière que peut avoir un Ryan Reynolds par exemple. Je dis ça, je dis rien. On peut toujours dire qu'elle essaye de récupérer les droits d'une adaptation du second livre, parce que forcément il y a de l'attente, forcément vous savez que vous allez faire un succès, ça c'est sûr, et puis en plus le personnage de Ryle est totalement secondaire dans le deuxième roman apparemment, d'après ce que j'en sais, donc elle pourrait très bien devenir productrice, réalisatrice, voire scénariste du second volet, avec à la clé quelques millions de dollars, une bonne dizaine de millions de dollars à mon avis, au bas mot. Mais je crois pas que ce soit ça le plus important. Je crois vraiment qu'on est face à un problème d'image, c'est-à-dire que ce genre de stars ne supportent pas que leur image soit écornée. C'est-à-dire que je pense que ça l'a rendu malade, tout simplement, de passer pour une imbécile, que tout le monde fasse des mèmes de sa tronche, que... Enfin, le moment où elle vend des soins capillaires, quand même, des soins capillaires. Je veux dire, elle est sur un tapis rouge, elle vend des soins capillaires, elle parle avec légèreté, pendant que Justin Baldoni et son crew est en bas dans un basement, elle fait sa belle sur le tapis, et ça, franchement, ça a été inventé aujourd'hui, ça l'était pas à l'époque, mais quand on voit la promo qu'elle a fait, c'est tellement catastrophique, je pense qu'elle l'a pas supporté, tout simplement. Et ça, avoir une sale image pour des gens qui vivent par l'image, bah, ça les rend complètement ouf. Maintenant, il y a un second point que j'attire à votre attention, c'est que j'entends quand même pas mal de gens qui viennent me dire... Ce procès, mais ça va être un nouveau MeToo, ça peut relancer un petit peu ce mouvement, tout ça, et je pense que ça peut faire tout le contraire. Et là, attention, hein, je fais un peu mon Nostradamus, mais je pense qu'on peut vraiment être sur un procès qui va décrédibiliser complètement ce mouvement MeToo, parce que pour la première fois, j'ai vraiment le sentiment, je vous le répète, que Blake n'a rien dans les mains, j'ai l'impression que Justin Baldoni, qui se tait, qui se fait discret, il a toutes les cartes en main, qu'en face ça tremble pas mal, et que pour la première fois, on peut se retrouver face à une actrice qui accuse un homme réalisateur sur le plateau d'avoir eu des gestes déplacés, d'avoir été grossophobe, d'avoir eu des attouchements. Elle lui a blindé, elle lui a fait la totale à ce pauvre mec. Mais s'il n'y a rien, s'il est lavé de tout soupçon, s'il gagne ce procès, ça sera pour moi une avant-première littéralement. C'est-à-dire que pour la première fois, on dira « Ah ouais, non mais il y a une femme qui a joué de son statut de femme pour arriver dans un procès », essayer de faire taire quelqu'un en jouant la carte de la manipulation, du harcèlement et tout ça, ce qui n'est peut-être basé sur absolument rien du tout. Encore une fois, je vous le dis, Justin Baldoni, il a quand même son CV pour lui. Hein. Quand vous voyez le mec, ce qu'il a fait, les associations auxquelles il participe, enfin, je veux dire vraiment, vous avez peut-être l'impression, et certainement que je suis à charge, j'ai l'air d'être à charge, mais allez étudier un petit peu la question. Regardez un petit peu le détail des plaintes, regardez un petit peu ce qui se fait. Si vous venez me dire que Blake a 100% raison, que le mec c'est un dégueulasse, qu'il n'a pas arrêté sur le tournage de se comporter de manière odieuse, je vous dirais, ben allez-y, donnez-moi les documents, parce que moi je les ai pas vus. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Bien entendu que le procès, ce sera en mars, on en reparlera sans doute pas d'ici là. Si le procès venait à tomber, en fonction des résultats, s'il y a procès, parce que je pense qu'ils essayent vraiment de pousser l'affaire sous le tapis, je ne serais pas étonné que le procès n'ait pas lieu et qu'on révèle que tout s'est réglé derrière des portes closes, mais je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Justin Baldoni. Parce qu'une fois que vous avez lancé quelque chose comme ça, faut aller au bout. Et je pense qu'il est un peu déterminé, le garçon. Bah forcément, si ça se règle derrière des portes closes, on va dire, bah il avait quelque chose à se reprocher, voilà, ça s'est réglé contre un gros chèque, et tout ça. Mais lui, je pense qu'il a tout approuvé. Il était à un moment de sa carrière où il commence à monter. Les autres, sur le côté, sont là en train de dire, bah on va t'étouffer ta carrière, on va te bouffer. Je pense qu'il a tout intérêt à aller au procès. Si le procès a lieu en fonction des résultats, je suis sûr qu'on en reparlera sur cette chaîne parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis, si elle avait totalement raison, si c'est une pauvre femme qui a été, encore une fois, complètement maltraitée par ce réalisateur odieux, eh ben, je viendrai faire mon mea culpa vraiment sur cette chaîne. On viendra en parler encore une fois. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. L'émission est déjà assez longue. Comme toujours, les petits messages d'usage. Hein. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça me fait vraiment plaisir. À venir m'en parler en commentaire. On peut échanger dans le calme et la bienveillance. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, faites preuve d'ouverture d'esprit. Arrêtez de prendre tout ce qu'on dit comme ça de manière brute et sans réflexion. Il faut toujours réfléchir un petit peu à ce qui nous est présenté. Soyez curieux comme toujours et allez défricher de nouveaux horizons. Et on se retrouve très bientôt. Je vous dis donc comme toujours à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!